Paris, 1942. Au cœur de la guerre, une rafle gigantesque frappe la communauté juive. Ma mère était persuadée qu'il était impossible que des femmes et des enfants risquent quoi que ce soit en France. En 2 jours, près de 13 000 femmes, hommes et enfants sont arrêtés à Paris et internés dans des conditions inhumaines. Et à l'aube, de grands coups frappés à la porte, très violents. Police! Police, ouvrez. On défonce la porte. Des milliers de familles sont parquées au vélodrome d'hiver, en vue d'être assassinées par les nazis. Ma mère m'a dit, écoute, la première occasion, tu fous le camp. Pour comprendre cette rafle monstrueuse, il faut aller au cœur de la collaboration policière de l'État français avec les nazis et ouvrir des archives inédites. Moi, jusqu'à ma déportation, j'ai jamais eu affaire à un Allemand. J'ai toujours eu affaire à la police française. Il faut aussi rencontrer les derniers témoins qui ont eu la chance de survivre. Ils avaient entre 8 et 17 ans. Tous ont vécu la rafle. La page la plus sinistre de l'histoire de l'occupation. Si ma maman n'avait pas insisté pour sortir, je serais actuellement avec ma sœur sur les murs où il y a écrit les noms. Juin 1940. En 6 semaines, l'armée française est terrassée. Le maréchal Pétain a annoncé la fin des combats et un armistice a été signé. Paris est allemand. La France est coupée en 2. Au nord, l'occupant installe une administration militaire. Au sud, une zone libre est laissée au gouvernement français. C'est le royaume du maréchal qui s'arroge les pleins pouvoirs. Après la panique de la défaite et de l'exode, qui a jeté des millions de Français sur les routes, le climat semble apaisé. Les Allemands cherchent à ménager la population. Les Juifs de France, comme la plupart des Français, n'imaginent pas que le pire est à venir. Beaucoup rentrent chez eux, après avoir fui l'avancée des troupes allemandes. Annette a 10 ans en 1940. Arrivée très jeune en France, ses parents ont grandi à Paris, où ils se sont rencontrés. Ils ont lancé une affaire prospère de confection pour dames, rue de Sévigné. Au moment de l'exode, ils ont quitté la capitale et ont réussi à fuir en zone libre. Nos familles qui étaient restées à Paris nous avaient dit qu'il fallait absolument qu'on revienne, que la vie était normale, que les Allemands étaient très corrects et qu'il n'y avait absolument aucune raison que mes parents ne rouvrent pas leur magasin et que nous ne reprenions pas notre scolarité. Donc nous avons fait une demande pour franchir la ligne de démarcation et c'est dans ces conditions-là que nous sommes revenus à Paris. Nous étions absolument comme les autres et nous avions les mêmes souffrances que le reste de la population française. Les parents de Rachel sont venus de Pologne dans les années 20. Ils se sont mariés à Paris. Rachel a passé son enfance dans le quartier populaire de Ménilmontant. En 1939, son père, menuisier, s'est engagé pour la France. Ma maman n'avait pas d'argent devant elle, donc nous sommes rentrés dans le Paris occupé par les nazis. Et mon père a été démobilisé. Il est rentré à la maison, a retrouvé du travail. Et bon, pour moi, petite fille de 6 ans, mon foyer était reconstitué et je ne voyais pas le danger. Mon papa était là avec nous.
Rapidement, la stigmatisation de la population juive commence. Les autorités occupantes ordonnent début octobre 40 un recensement des Juifs. Ils doivent se présenter dans les commissariats. Alors mon père, son prénom officiel, c'était Abraham. Son père s'appelait Salomon. Ma grand-mère, il y en avait une qui s'appelait Léa, qui à l'époque était un prénom plutôt juif. Et puis mon autre grand-mère maternelle s'appelait Esther. Tout ça faisait que mes parents considéraient qu'il fallait absolument qu'ils aillent aussi se déclarer, malgré leur intégration totale. Parce que sinon, si on n'était pas en règle, nous exposions à des sanctions. Comme les parents d'Annette, les parents d'Esther vont se déclarer. Ils ont fui la Pologne en 1930, quand elle n'avait que 2 ans. La famille nombreuse habite dans un quartier très pauvre, Passage Ronce, dans le 20e arrondissement. Du fait qu'on avait été relativement très bien reçus en France, on était respectueux des lois. De l'assaut, c'était la police française qui convoquait. Si ça avait été les Allemands, on se serait peut-être méfié. Mais enfin là, du fait que c'était la police française, pratiquement tout le quartier, où j'habitais à Belleville, ont été se fait recenser. Alors évidemment, le recensement, il fallait donner l'adresse, le nombre de personnes qui habitaient là, les biens que nous possédions, et puis sur les cartes d'identité, mettaient un tampon juif en rouge dessus. Plus de 150 000 juifs sont enregistrés à Paris et en banlieue. Ce recensement permet à la préfecture de police de constituer un vaste fichier juif. Très vite, on passe du contrôle à la persécution. Le 18 octobre 1940, un statut des Juifs leur interdit certaines professions, comme policiers ou instituteurs. En zone libre, le gouvernement du maréchal Pétain parque les Juifs étrangers dans des camps d'internement. En zone occupée, une politique de spoliation commence. On leur vole leurs biens et on saisit leur commerce. Pour conditionner l'opinion, la propagande envahit l'espace public. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. En mai 1941, l'étau se resserre. À Paris, les nazis ordonnent une première rafle qui ne dit pas son nom. 6500 juifs étrangers, pour l'essentiel des hommes polonais, reçoivent une simple convocation pour un examen de situation. Arlette a 7 ans. Elle vit dans le centre de Paris, rue du Temple, avec sa sœur et ses parents fourreurs, venus de Pologne. En 1941, mon père reçoit un petit billet vert, et je le voyais, c'est pas plus grand que ça, avec dessus « Présentez-vous au commissariat de la rue Beaubourg pour vérification d'identité ». Et je vois ma maman qui dit « On n'y va pas, tu n'y vas pas ». Et j'entends mon père, comme d'habitude, dire « Mais qu'est-ce que je ris dans la France de Voltaire, de Zolopion, s'est fait recenser, puis ça, j'y vais ». Et ma mère pleure, et elle dit « Tu n'y vas pas ». Et lui, le matin, il y va. Et maman l'accompagne et nous prend avec nous. Donc nous allons tous les 4 au commissariat de la rue Beaubourg. Et lorsqu'il est rentré, il a demandé ses papiers et on l'a plus laissé sortir. Et on a dit à ma maman, allez lui chercher des vêtements
et on le garde. Ma mère a senti le danger. Elle a eu beaucoup de prémonitions. Et elle lui a dit « N'y va pas, c'est un piège ». Et mon père lui a dit « Mais je suis en règle, je travaille, je peux le prouver ». Donc, il y est allé comme beaucoup d'autres. Il voulait rester dans la légalité, n'étant pas encore français. Je crois que c'est cela qui les a motivés. Plus de 3700 hommes sont pris au piège. Dans le 11e arrondissement, c'est au gymnase Japy qu'ils sont parqués. L'opération est exécutée par la police municipale. Après avoir été rassemblés, les victimes sont transférées dans des camps situés dans le Loiret, à Pithiviers et Beaune-la-Rolande. À l'époque où plus d'1,5 million de soldats français sont prisonniers de guerre en Allemagne, l'opinion est indifférente au sort de ces immigrés, présentés comme des indésirables, des parasites. D'autant plus que la censure masque la coopération des Allemands. Les Juifs de France, eux, veulent encore croire à leur terre d'accueil. Mes parents connaissaient le pays des droits de l'homme, savaient qu'ils pouvaient peut-être vivre, fonder une famille, travailler et ne pas être persécutés en France. C'est ce qu'ils espéraient, tout du moins. Mon père me disait, si tu te perds, tu vas voir un policier. Parce que dans les pays des droits de l'homme, de la liberté, tu risques rien. Le pays de Voltaire, de Zola et de Rousseau. Mais la persécution s'aggrave. En août 1941, sur ordre de l'occupant, l'est de la capitale est quadrillé. 4200 juifs, dont 1500 français, sont arrêtés par les agents de la préfecture de police, assistés par les Allemands. Mais ces rafles de 1941 ne sont qu'une répétition générale. En décembre 1941, avec l'entrée en guerre des États-Unis, le conflit devient mondial. Hitler met à pleine exécution son plan pour exterminer les 11 millions de Juifs d'Europe. Il ne s'en cache pas et annonce « Cette guerre n'anéantira pas l'humanité aryenne, mais l'élément juif. » En Europe de l'Ouest, leur mise à mort est désormais à l'ordre du jour. En juin 1942, on marque ceux qui sont destinés à mourir. Le port de l'étoile jaune est imposé. En France occupée, plus de 100 000 juifs doivent la porter. Arrivée de Pologne dans les années 20, la famille Plocky vit en France depuis près de 20 ans. Les parents tenaient au marché un stand de chaussettes et de bas de laine. Leur fille Jenny, 16 ans, et leur fils Maurice, 14 ans, vont à l'école à Vincennes. Ma mère était une couturière infâme, donc elle a cousu ça d'une façon... C'était très, très moche. Bon, mais ça n'avait pas d'importance. Mais le lendemain, il a fallu aller à l'école avec ça. Moi, j'ai dit, j'y vais pas. Et mon frère, il a dit pareil, j'y vais pas. Ma mère, elle a dit, allez hop, pas d'histoire. Bon, bah, finalement, on a cousu ça sans nos vêtements. Bête et disciplinée. On faisait ce qu'on nous disait. Moi, j'ai dit à maman, je n'y vais pas. Je n'en veux pas. Je n'irai pas à l'école avec ça. Et comme j'ai dû faire un très gros caprice, un méchant caprice, elle m'a dit, tu sais, on va aller faire une photo qu'on enverra à papa à Pithiviers. Et on a fait les photos avec l'étoile jaune. Cette marque infâme touche les enfants juifs dès l'âge de 6 ans. Annette en a 8
Elle a perdu sa mère peu avant la guerre et vit avec son père et son grand frère. En juin 1942, elle va à l'école de l'avenue Parmentier avec son étoile. Les filles, elles ont fait la ronde autour de moi en chantant la salle youpine, oh la salle juive. Voilà, c'était ça. Ça, c'était la propagande. Donc, c'était arrivé à l'école. Des petites filles avec qui je dansais le tango l'année d'avant. Là, elles ont dansé et moi, elles m'ont... Voilà, alors ça m'a fait un très, très gros choc. Joseph et son petit frère vont à l'école de l'avenue de Choisy, dans le 13e arrondissement. Leurs parents sont arrivés de Pologne dans les années 20. Le père travaillait dans la mine, avant de devenir brocanteur. Le directeur de l'école a été formidable, hein. Il nous a réunis dans le préau. Il a dit « Certains de vos camarades portent aujourd'hui des signes distinctifs. Tant que je serai directeur de cette école, je ne tolérerai aucune discrimination. » C'était net et clair. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. À l'Est, en Russie, en Ukraine, en Pologne, l'extermination des Juifs a déjà commencé. En France, les Allemands ont pu compter sur la police française pour arrêter des Juifs en 1941. En 1942, ils en veulent davantage. Le général Oberg, le chef de la police allemande en France, exige cette fois 40 000 Juifs, hommes et femmes, en vue de les déporter. L'occupant peut s'appuyer sur un homme, prêt à collaborer. À l'appel du maréchal, Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases. Pierre Laval, il dirigera les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. Au printemps 1942, le nouveau chef du gouvernement, Pierre Laval, est persuadé que l'Allemagne va gagner la guerre. Il veut inscrire la France dans le camp des vainqueurs. Pour lui, si les SS veulent 40 000 Juifs, il faut les leur donner. Grâce à son chef de la police, René Bousquet, un accord est trouvé avec l'occupant. Conclusion, Vichy s'engage à livrer le nombre de Juifs réclamés. 30 000 Juifs seront raflés en zone occupée, pour l'essentiel à Paris, et 10 000 en zone libre. En échange, la police française disposera d'une totale autonomie et n'aura pas en principe à arrêter les Juifs français. Aux yeux des Allemands, une telle solution est idéale. Ils ne sont pas assez nombreux pour effectuer eux-mêmes les rafles. Le maréchal Pétain approuve cet accord. Sa caution est indispensable pour mettre en marche la machine policière au service de la politique nazie. Pour mener à bien sa mission, la police parisienne dispose d'un outil redoutable. Le fichier juif mis au point en 1940. Il a été complété en 1941 par un fichier de contrôle entièrement dactylographié, encore plus détaillé. C'est ce fichier qui sert à organiser la rafle. La préfecture de police brasse large. Des anciens combattants, des infirmes, des centaines de Français qui ont été dénaturalisés par Vichy sont ciblés. Sont visés également 10 000 enfants, pour la plupart français, car nés en France, inscrits sur les fiches de leurs parents. Soit au total, environ 37 000 personnes. L'opération s'annonce gigantesque.
Au sein de la préfecture de police, c'est le branle-bas de combat. La police municipale est chargée d'arrêter les Juifs. Des consignes sont minutieusement rédigées. Les gardiens et inspecteurs n'ont pas à discuter les différentes observations qui peuvent être formulées. Les agents doivent s'assurer, lorsque tous les occupants du logement sont à emmener, que les compteurs à gaz, d'électricité et d'eau sont bien fermés. Les animaux et les clés seront confiés au concierge. Il est clair dans l'esprit de la police que ces familles vont partir pour ne plus revenir. Alors que le coup de filet se prépare, le 15 juillet, la rumeur envahit la capitale, surtout les quartiers pauvres, où les Juifs immigrés sont nombreux. Un tract de la résistance juive communiste circule. L'ennemi prépare un crime inouï contre la population juive. Frères juifs, le danger est grand. Certains policiers informent les futures victimes. Il y a un groupe de policiers qui sont allés dans toutes les rues de l'Est parisien où il y avait une forte concentration de Juifs et ils ont lâché « Demain, on viendra prendre les femmes et les enfants ». Ça a été une traînée de poudre dans tous les arrondissements de l'Est parisien. Un commissaire de Gentilly, apparemment sympa, est allé trouver des amis de mes parents à Gentilly. Il leur a dit « Demain, il y a une rafle énorme. Prévenez tous les gens que vous connaissez autour de chez vous qui ne restent pas chez eux. » Ma mère était persuadée qu'il était impossible que des femmes et des enfants risquent quoi que ce soit en France. Ma mère nous a emmenés chez nos grands-parents paternels qui habitaient à environ 50 mètres de chez nous, tout près. Je ne sais pas pourquoi ma mère elle-même ne s'est pas cachée chez mes grands-parents. Dans toutes les familles, le sauve-qui-peut s'organise. Mais tous les Juifs n'ont pas des amis non-juifs pour les cacher, ou un grenier, ou se réfugier. Rue Alexandre Dumas dans le 11e arrondissement, Rosa Baer, réfugiée allemande de 75 ans, s'empoisonne. Avant même qu'elle n'ait débuté, la rafle tue. Ce 15 juillet à 23h, la jeune Hélène Baer note dans son journal intime. Quelque chose se prépare, quelque chose qui sera une tragédie. La tragédie, peut-être. Le 16 juillet, à environ 4h du matin, les policiers requis prennent leur service dans les 45 commissariats de Paris et de banlieue. Au total, plus de 4500 agents sont mobilisés. Avant 5h du matin, les policiers commencent à frapper aux portes. Nous nous pensions en sécurité et à l'aube, de grands coups frappés à la porte, très violents. Police! Ma grand-mère ouvre. Elle nous met toutes les deux derrière elle. Et l'un des deux policiers nous dit « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. » Et ma grand-mère essaye de parlementer avec un gros accent. Elle dit « Mais ce sont des enfants, laissez-les. Dépêchez-vous. On a encore beaucoup de gens à prendre. » Et puis, ma sœur ramasse nos petites affaires et nous allons chez notre maman. L'un des policiers nous dit, ironiquement, « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Le clic, Mulot, notre voisin de palier, rentre et il dit « Tout le monde, préparez-vous, une petite valise, tout le monde. » Mais alors ma mère leur dit « Pourquoi ? Pourquoi ? Discutez pas, tout le monde. » Et ma mère dit « Mais pas les enfants quand même. » J'ai dit « Tout le monde. » Et c'est lui qui nous arrête comme s'il ne nous connaissait pas du tout. Mais c'était le parfait salaud. Hein.
Bon. Beaucoup d'hommes, habitués à être ciblés, se cachent. Mais cette rafle ne ressemble à aucune autre. Pour la première fois, des familles entières sont arrêtées. Moi, j'ai le sommeil léger, ma sœur dort encore. Maman se lève, elle va à la porte, elle demande qui est là. On lui dit police. Donc, elle ouvre. Et je suis là avec elle, je lui tiens sa chemise de nuit. Et il dit, on vient chercher votre mari. Et la maman s'énerve terriblement. Mais il est déjà parti en destination inconnue et tout ça. Et eux, sans se démonter, mais d'un poil, ni d'un cil, ils avaient la liste. Ils prennent la liste, ils disent, bon, c'est pas grave, ça sera vous et vos enfants. Et là, j'ai vu maman, une furie. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé, les chaises, les tabourets, tout. Elle s'est battue avec. Elle voulait pas partir. Elle savait ce qui l'attendait. Elle voulait pas partir. Elle leur a tout envoyé par figurant. Ça a servi strictement à rien. Et c'est là que moi, je me souviens très bien où ma mère m'a repoussée parce que je la tiens par sa chemise de nuit. Et je lui ai dit, mais papa a dit qu'on risquait rien. Il y a Voltaire, il y a Diderot, il y a Zola. Va les chercher. À 8 ans, je ne sais pas qui c'était. Moi, je pensais que c'était des amis. Des milliers de familles sont escortées par les policiers, sous le regard des passants. Des juifs étrangers ayant combattu pour l'armée française. Des amputés de guerre. Des malades tirés de leur lit. Des femmes enceintes. Des centaines d'enfants de plus de 2 ans font partie de ces pitoyables cortèges. 2 ans. Un âge jugé acceptable pour être raflé à l'aube et bientôt rejoindre un camp de concentration. J'ai vu masser sur les trottoirs ou aux fenêtres des gens qui nous regardaient passer. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que, malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. Pour sauver leurs enfants, certaines mères tentent le tout pour le tout. Une Française non juive raconte. J'ai assisté au départ de 3 autobus. Incroyable. Je connaissais de vue presque tout le monde. Une femme me fit signe d'approcher. Emmenez ma petite fille, madame. Avec vous, elle n'aura pas peur de me quitter. Je ne veux pas qu'elle connaisse ce que je pressens. L'enfant me prit la main et me suivit à la maison. Je l'ai fait parce que ça allait de soi. On est descendu dans ces autobus, il fait lourd, il fait humide, et nous on est la tête basse comme des assassins, avec tous les enfants. Il y avait Lazare, il y avait Régine, 3 ans, il y avait Serge, tous les enfants de l'immeuble. On est partis comme ça, comme des voleurs. On nous a mis dans ces autobus. Les premiers autobus partent. Une 50aine sillonne la capitale. Les équipes d'arrestation sont composées de 2 agents. Le plus souvent, un jeune et un plus ancien, qui ne se connaissent pas. Objectif, que chacun se méfie de son coéquipier et ne tente aucun sauvetage. C'était un inspecteur, on a eu de la chance. Il était tout seul. Et il a dit, préparez vos affaires, je reviens vous chercher dans un quart d'heure. Donc, ma tante a refermé la porte, elle a écouté, elle a entendu les pas s'en aller, et elle nous a dit, on va se sauver. Elle nous a prises par la main, on est descendu 2 étages. Le policier
était en train de regarder la vitrine de la librairie qui était en bas. Et il n'a pas bougé. Il a fait semblant de ne pas nous voir. On a rasé les murs et on rencontrait des gens hagards, comme nous, et on découvrait que on avait arrêté des Juifs partout en même temps. À l'état-major de la police municipale et au cabinet du préfet, on suit heure par heure le déroulé des opérations. À 9h, 4000 personnes ont déjà été arrêtées. À 10h30, le bilan s'élève à près de 6600. Une note du cabinet du préfet indique: l'opération contre les Juifs est commencée depuis ce matin à 4h. Elle se trouve ralentie par beaucoup de cas spéciaux. Beaucoup d'hommes ont quitté leur domicile hier. Des femmes restent avec un tout jeune enfant ou avec plusieurs. D'autres refusent d'ouvrir. Il faut faire appel à un serrurier. Dans le 20e et le 11e, où il y a plusieurs milliers de Juifs, l'opération est lente. Si certains policiers ferment les yeux, d'autres font du zèle. Dans le 20e, le commissaire Brune distribue des outils à ses hommes pour forcer les serrures. Joseph, 15 ans, a passé la nuit chez des amis. Ses parents ont été raflés avec son petit frère. Il va se réfugier chez des voisins. Je monte l'ascenseur au 3e, je frappe à la porte, personne ne répond, je refrappe et je dis c'est Yossel. Je dis en yiddish c'est Yossel, c'est Yossel. Il m'ouvre la porte, je vois le père et Simon qui avaient mon âge, tous les deux, dans le noir, les volets fermés. Il m'a dit on mange, on prend quelques affaires, puis on se tire. Bon, alors on range, il range les affaires, tout à coup on frappe à la porte, police, ouvrez. Police, ouvrez. On ne bouge pas. Chut. Police, ouvrez. On défonce la porte. Eh ben, ils ont défoncé la porte, puis ils nous ont pris. Voilà. Les incidents sont nombreux. Des femmes enceintes font des malaises. Des hommes sautent par la fenêtre pour tenter d'échapper à l'arrestation. Les hôpitaux reçoivent plusieurs personnes prises de folie. Rue des Rosiers, Ita Poitvin, née Zittenfeld, couturière, se suicide en ingurgitant de l'acide chlorhydrique. Elle meurt dans d'atroces souffrances à l'Hôtel-Dieu. Dans le 20e arrondissement, Shawa Sinauber s'allonge dans sa cuisine avec ses 4 enfants et ouvre le gaz. Les pompiers sont alertés. 4 minutes plus tard, ils sont sur place. Les enfants sont sauvés. La mère aussi, ranimée de justesse. Mais elle sera déportée. Durant l'opération, les concierges ont un rôle majeur. Il suffit qu'elles assurent que les Juifs ne sont pas là pour que les policiers renoncent à monter dans les étages. Mais souvent, elles se font un devoir d'indiquer aux agents les appartements concernés. D'autant qu'après les arrestations, on les charge de récupérer les clés des logements. Elles seront les premières à pouvoir se servir. Dans l'après-midi, les équipes de policiers retournent aux adresses où personne n'a répondu. Léon, 17 ans, vit avec sa mère et ses 3 frères et sœurs dans leur appartement du faubourg Saint-Antoine. On voit de loin les flics qui viennent nous chercher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a couru tout de suite pour aller dans les greniers. Mais les vitres étaient cassées et ils nous ont vu défiler tout le... Ils ont été nous rechercher jusqu'au 7e étage. On s'est planqué, mais il y avait notre maman qui était avec. Elle s'est planquée dans les voitures. Et
puis quand ils sont venus, c'est là qu'on s'est fait arrêter. Les Juifs arrêtés sont d'abord dirigés vers des centres de détention provisoires. Des écoles, des garages, des commissariats ou des casernes. En tout, une 50aine de centres répartis entre Paris et la banlieue. Ils s'y rendent parfois en bus, mais le plus souvent à pied. Et en cours de route, j'avais envie de faire pipi. Et pour faire pipi, le temps de traîner, et eux, ils avaient marché devant. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber ma mère? Et il reste 3 petits-enfants? Pas possible. Je me suis remis à courir, et puis j'ai rattrapé mes frères et sœurs. Et on nous emmenait donc à travers les rues, à pied, jusqu'à la Bellevilloise. Nous sommes rentrés dans ce lieu qui était bondé. Nous étions plusieurs centaines, je pense, serrés les uns contre les autres, la valise ou le baluchon au pied. J'ai vu des enfants pleurer, hurler, des mamans avec des larmes, avec des cris. C'est une chose qu'on n'oublie pas. On arrive au commissariat Place d'Italie. Il y a un gars du commissariat qui cassait la croûte. Il avait un morceau de pain, puis un bout de fromage, ou je sais pas quoi. Puis, vous savez, on mangeait comme ça, on avait le couteau, puis on mangeait dans la bouche comme ça. Il dit, sale petit youpin. Hein, ton père nous a dit que t'étais en province. Vous êtes tous les mêmes, les youpins. Hein. Vous êtes des menteurs. T'es bien ici, et ben tu vas y rester. Voilà. C'était l'accueil. C'était l'accueil pour un monde de 15 ans qui quitte sa famille, qui est dorloté, qui est un enfant sage, obéissant, et qui se retrouve tout à coup au commissariat devant une espèce de type qui l'insulte. Voilà. On est allé dans un petit pavillon qui était à 150 mètres de chez nous. Et bon, on a attendu. C'était très, très tendu, très stressant. Pour aller aux toilettes, il fallait demander aux flics qui étaient de permanence. Pas un nazi à l'horizon, hein, que des flics français, hein, qui amenaient les gens uniquement. Une fois les centres de détention provisoire remplis et les contrôles effectués, des autobus réquisitionnés passent prendre les raflés. Ils sont séparés en 2 groupes. Les hommes et femmes sans enfants sont dirigés vers le camp de Drancy, au nord-est de Paris. Un projet immobilier laissé à l'abandon, la cité de la Muette, a été transformé en camp en 1940. Les familles, elles, sont conduites dans le 15e arrondissement de Paris, à 800 mètres de la Tour Eiffel. À l'angle de la rue Nélaton et du boulevard de Grenelle, se trouve un palais des sports, le Vélodrome d'hiver. Érigé en 1909, cet édifice accueille une immense piste de 250 mètres. Ces gradins, installés sur 3 niveaux, peuvent accueillir 17 000 personnes. Au sommet, une immense verrière le baigne de la lumière du jour. Dans les années 20 et 30, c'est le temple de la boxe et du cyclisme. Des milliers de spectateurs assistent aux rencontres sportives qui s'y déroulent. Mais ce 16 juillet 1942, le Vélodrome accueille un autre public. Il y a des familles, certes, mais elles sont venues de force. Ils sont bientôt des milliers à s'y entasser. On nous a déversé dans ce Vélodrome d'hiver
comme un troupeau de bétail, de moutons, de chèvres et de vaches. Et les autobus arrivaient les uns derrière les autres et nous déversaient comme ça. Et on nous attribuait un banc, c'est-à-dire une marche en béton. Et puis, rien à boire, rien à manger, des enfants qui pleuraient, des cris, enfin une espèce d'ambiance complètement d'enfer, sans comprendre, sans savoir. Et l'élément supplémentaire, incompréhensible, dans Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Arrêtée avec sa famille, Rachel Polakiewicz, 20 ans, parvient à écrire du Veldiv. Nous sommes tous assis sur les fauteuils comme au spectacle. Mais ce sont nous les artistes. Inutile de vous dire que c'est archi plein. Nous avons tous un mal de tête fou. On va dormir debout, quoi. On ne sait pas combien de temps on restera ici. En tout cas, pour la première journée, j'en ai marre. Marre. Je ne fais que pleurer. Pendant que dans certains quartiers, les Parisiens profitent de cette journée de juillet, ailleurs, la rafle se poursuit. Dans les centres de détention provisoires, les policiers étudient le cas des enfants, français pour la plupart. C'est le flou. 2 circulaires se contredisent. La première indique que les enfants de moins de 16 ans doivent suivre le sort de leurs parents. La deuxième, qu'ils peuvent être libérés si un de leurs proches non arrêtables reste dans le logement. Laquelle appliquer? Pour certains commissaires, c'est un cas de conscience, car ces enfants sont français. Ils devraient donc être épargnés. Depuis son arrestation au Faubourg Saint-Antoine, Léon se trouve au gymnase Japy, avec sa mère et ses 3 jeunes frères et sœurs. Il y a un flic peut-être apitoyé par ma mère, une femme comme ça avec 4 gosses. Elle me dit, écoutez, on va aller voir le chef. Et alors le flic, le chef, il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors le flic, il dit, voilà, j'ai reçu ce matin un avis qu'on pouvait libérer les enfants. Il dit, bon, alors les petits, ils peuvent sortir, mais le grand, il reste. Ça, c'est ça qui a fait la libération de mes 3 frères et sœurs. Le soir même de notre arrestation. Jenny est toujours dans le centre d'arrestation de Vincennes, avec ses parents et son petit frère Maurice. Et puis, à 2h de l'après-midi, est venu ce fameux inspecteur et qui a dit « Les enfants français peuvent sortir ». Mes parents se sont regardés. Une seconde, ils ont dit « Nos enfants sortent ». L'inspecteur a pris nos cartes d'identité avec le tampon juif de mon frère et de moi. Et il est allé au commissariat vérifier qu'on était bien français, qu'on était bien à Vincennes. Quoi. Enfin, les vérifications des flics, quoi. Ça a duré 2 heures. Bon, pendant ces 2 heures, ma mère qui m'avait déjà rendu très autonome, hein, à 16 ans quand même, hein, pour des tas de choses, m'a raconté tout ce qu'allait être ma vie de femme, en 2 heures. Qu'on tombe amoureux, qu'on tombe amoureuse, qu'on peut faire un bébé parce qu'il n'y a pas de contraception à l'époque. Et que ce bébé, si on ne peut pas pour 50 raisons le garder, on ne le garde pas, on avorte. Donc, elle m'a tout dit. Tout. Et elle aurait voulu avoir plus de temps encore. Hein. Excusez-moi, quand j'en parle, c'est un peu dur. Hein. Et quand l'inspecteur revient et dit « les enfants peuvent sortir », ben, j'ai pas le temps de réfléchir à rien. Je sors et je m'en vais. Il y a un au revoir. Au revoir.
Au revoir. C'est fait. Je peux pas vous dire, je suis anéantie. Hein. Je suis complètement anéantie. Je sais plus rien. Et mes parents savaient qu'on se reverrait jamais. Donc on rentre à la maison, la porte est grande ouverte, quand même. Et la concierge est dans l'appartement. Et elle nous voit arriver, elle nous dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « On rentre. » « Ah bon ?» Donc elle est partie, elle nous a haïs pendant les 2 ans où elle est restée concierge là. C'était réciproque, hein. On s'est haïs réciproquement. Comme Jenny, Maurice ou les frères et sœurs de Léon, ils sont des dizaines d'enfants à quitter les centres de détention provisoire. Encouragés par leurs parents, certains enfants pris au piège tentent le tout pour le tout. Rachel se trouve toujours dans son centre de détention, non loin de Belleville, avec sa mère et sa sœur. Ma mère se tourne vers nous et nous dit « Vous allez vous enfuir par l'issue de secours. Vous allez tout de suite près de l'issue de secours. Et si on ne vous laisse pas sortir, vous restez, vous trouvez le moyen, à un moment donné, de sortir. » Mais quand on a 8 ans, comme moi, qu'on voit des gens qui pleurent, qui ont peur, on la ressent, la peur. Je ne voulais pas quitter ma mère. Je me suis accrochée à elle, je hurlais « Je ne veux pas te quitter !» Alors elle a fait une chose qu'il m'était difficile de raconter auparavant. Ma mère m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. Je l'ai lâchée. Ma sœur m'a prise par la main. Nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les 2 policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Et nous sommes partis en courant pour retourner chez nos grands-parents. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Joseph est toujours détenu par la police dans le 13e arrondissement de Paris. Je faisais les 100 pas là-dedans, puis je m'approchais de la porte. Je regarde dehors, il y avait un garde mobile qui faisait les 100 pas. Il m'a vu, il m'a dit « Fiche le camp, toi ». Alors ça, c'est le mystère, j'ai jamais su s'il m'avait dit de foutre le camp ou de rentrer à l'intérieur. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il était au bout, il faisait peut-être ses 100 pas sur 100 mètres. Le temps, paf, moi je me suis tiré. Je suis parti. J'ai arraché mon étoile, et puis voilà. Du jour où je me suis échappé de l'avenue des Gobelins, j'étais plus le gosse de la veille qui était avec sa mère. Moi qui étais obéissant, qui mettais mon étoile, qui la montrait, qui partait dans le dernier wagon, qui ne faisait vraiment rien d'illégal, qui restait toujours sur les rails, qui était respectueux de tout, j'arrache mon étoile. Je m'interroge souvent là-dessus, comment est-ce qu'en aussi peu de temps, on peut changer comme ça? Au soir du 16 juillet, 11 363 juifs ont été arrêtés. C'est alors la plus grande opération de police jamais organisée à Paris. Les reporters de la presse collaborationniste désirent immortaliser l'événement. L'un d'eux s'est posté au balcon d'un immeuble voisin. Cette photographie est l'unique cliché de la rafle. On aperçoit entre chaque bus les fourgons de la préfecture de police. La censure allemande
refuse la publication de cette photo. Elle interdit même à la presse de mentionner l'opération qui a choqué la population. Bouleversé par les scènes déchirantes qui se déroulent, l'archevêque de Paris, le cardinal Suard, envisage une protestation. Le jour même de la rafle, à 16 h, le chef de la police, René Bousquet, s'invite à l'archevêché pour le détourner de son projet. Le cardinal Suard doit renoncer et se contenter d'une lettre appelant les principes chrétiens que Bousquet s'engage à remettre à Laval, qui n'est autre que le donneur d'ordre. La préfecture de police a planifié les arrestations dans le moindre détail. Fiches, circulaires, autobus, policiers. Mais elle n'a strictement rien prévu pour les milliers d'hommes, femmes et enfants qui s'entassent dans le vélodrome d'hiver et dans le camp de Drancy. Les internés ne sont pas nourris et ne reçoivent pratiquement aucun soin. Arlette est au Veldiv, avec sa mère et sa sœur. Je dis à maman, j'ai envie d'aller faire pipi. Elle me dit, écoute, je reste là avec ta sœur, et puis tu montes, les water sont sûrement là-haut. Mais il n'y avait pas de water, tout a été bouché tout de suite. Moi, je ne savais pas. Donc on monte tous les deux, et plus on monte, il y a des odeurs, parce que ça coule. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des femmes, des hommes, contre le mur, qui se cachent pudiquement derrière un drap ou un manteau, un truc comme ça. Et je vois du sang partout. Les femmes étaient réglées. Il y avait des fausses couches. Mais moi, à 8 ans, je connais rien. Je ne sais pas. Et je me mets à hurler, on tue tout le monde. Et je descends les escaliers, bien sûr, j'ai fait pipi dans ma culotte. Et je dis à maman, il tue tout le monde. Il y a du sang partout. Et la maman m'a consolée, m'a dit non, on ne tue pas tout le monde, tu verras plus tard, il peut y avoir du sang sans qu'on tue les gens et tout. Et elle me prend ma tête sur son ventre et je pleure. Et puis je tourne la tête et je vois quelque chose qui tombe. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est rien, c'est quelqu'un qui a perdu du linge. C'est pas quelqu'un qui a perdu du linge, c'est quelqu'un qui se suicidait. Et j'ai 8 ans. Après la libération de ses frères et sœurs du gymnase Japy, Léon et sa mère ont été conduits au vélodrome. Tu vois la misère. La misère, c'est la misère. Partout, il y avait des vieux qui étaient là. Et ça pleurait de tous les côtés. Et moi, je voulais être costaud vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis d'elle. La jeune Rachel Polakiewicz écrit « Cette nuit, nous nous sommes allongés par terre. Nous manquons de presque tout. Je vous assure qu'on croit rêver. Ce n'est pas possible qu'une chose aussi horrible nous est arrivée. Et pourtant, c'est la triste vérité. » Le 17 juillet à l'aube, dans Paris, la rafle reprend son cours. Les Juifs qui ont échappé aux arrestations de la veille se cachent partout où ils le peuvent. Esther a passé la nuit chez sa belle-sœur. Quand elle rentre à son domicile le 17 juillet au matin, ses parents et ses frères viennent d'être arrêtés.
Elle a 14 ans. Elle est seule au monde. Une concierge lui ouvre sa porte. Complètement paniqué, je suis reparti trouver la gardienne. Hein. Puis j'ai commencé à pleurer, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas où aller, mes parents ont été arrêtés, l'appartement est fermé, je ne sais pas où aller. » Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge, elle m'a gardé pratiquement une quinzaine de jours. Alors évidemment, une loge de gardienne, vous savez, c'est pas très grand. Il y avait quand même pas mal de dénonciations. Vous savez, les gens, ils rentrent et ils sortent hein, dans une loge de gardienne. Elle m'a gardé. Hein. Elle n'était pas obligée. Durant ce deuxième jour, près de 1400 victimes supplémentaires sont trouvées. Au terme des opérations, près de 5000 adultes, hommes et femmes sans enfants, sont internés dans le camp de Drancy. Les familles, environ 8000 personnes, sont au Vélodrome d'hiver. Soit au total, près de 13 000 arrestations en 2 jours. Bilan énorme. Et pourtant, pour les autorités, c'est un échec. En comptant les enfants, plus de 37 000 juifs étaient visés. Grâce aux fuites policières, grâce à la solidarité d'une partie de la population, près des 2/3 ont échappé à l'arrestation. Ce même jour, le 17 juillet 1942, un convoi de juifs hollandais est arrivé dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Heinrich Himmler, le numéro 2 du régime nazi, est sur place. C'est un grand jour. On le prend en photo. Les chambres à gaz sont prêtes à fonctionner. Les fours crématoires sont en cours de construction. Himmler assiste au gazage des déportés hollandais. Il est enchanté. Le plan monstrueux d'Hitler va pouvoir se réaliser. Au même moment, à Paris, les responsables de la police française sont convoqués avenue Foch, dans les bureaux de la Gestapo. Au programme, que faire des 4000 enfants du Veldiv? Car dans l'immédiat, les Allemands ne veulent que des convois d'adultes. La raison? Tout n'est pas prêt à Auschwitz pour assassiner et brûler les corps des victimes. Les enfants pourraient être provisoirement épargnés. Mais le chef du gouvernement, Pierre Laval, souhaite leur départ. Les responsables de la police insistent alors pour que les enfants soient eux aussi déportés. En faisant cette proposition, ils ont en tête les chiffres de juifs à livrer, qu'ils veulent gonfler au maximum, pour compenser ainsi l'échec de la rafle. Les sauver n'est pas à l'ordre du jour. Pendant qu'en haut lieu on discute logistique, au Veldiv, la situation empire d'heure en heure. De la nourriture a été apportée, mais en quantité insuffisante, et sans rien pour la servir. Il faut manger avec les mains. Nuit et jour, une rumeur assourdissante remplit l'enceinte. Les enfants pleurent. Ils ont faim. Un gendarme, après une nuit de service, confie: Si je devais assister encore une nuit à ce spectacle, je deviendrais fou, ou je me tuerais. Il y avait un officier de police, il était complètement, mais désespéré, en disant: écoutez, on attend les ordres, mais je n'en peux plus, c'est pas possible qu'on nous fasse faire ce métier-là, je n'en peux plus. Et alors, maman nous avait dit, en plaisantant encore, nous avait dit: bah, écoute, si ça se trouve, écoutez, c'est nous qui allons maintenant le réconforter. Voilà. Mais c'est la seule personne, le seul uniforme, le seul Français que nous ayons vu
au cours de toute notre équipée qui ait montré ce désespoir et ce désaccord avec les ordres qu'ils avaient reçus. Devant la situation sanitaire, un poste de secours de la Croix-Rouge a été installé. Un médecin, quelques infirmières, pour soigner des centaines de malades. Une demi-douzaine de pompiers veillent à la sécurité des lieux. Leur capitaine, Henri Pierret, prend l'initiative de faire amener de l'eau aux internés. Mais cela ne suffit pas à endiguer le désastre. Grâce aux pompiers, des centaines de lettres partent du Veldiv. Ultime appel à l'aide, désespéré. Arrêtée avec ses parents et ses deux petits frères, Clara Garneck, 15 ans et demi, rend compte de l'état sanitaire et moral des captifs. Chers oncles, tantes et cousines, 2 mots pour vous dire que nous avons été pris jeudi et on nous a conduits au vélodrome d'hiver. Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Je ne sais si on pourra supporter encore longtemps ceci. Maman n'en peut plus. Je ne peux pas en écrire plus long et nous espérons vous revoir bientôt. Jeannot pleure tout le temps parce qu'il veut retourner à la maison. Jeannot, son petit frère, n'a que 3 ans. Comment échapper à un tel enfer? Anna Traube a 20 ans. Elle parvient à émouvoir le poste de la Croix-Rouge et un ingénieur venu faire des travaux. Elle obtient un laissez-passer, rempli au nom d'Yvette Baudouin, assistante sociale, et franchit les 3 barrages qui la séparent de la liberté. Un miracle. À 15 km de là, au nord de Paris, dans le camp de Drancy, c'est également le chaos. Les 5000 adultes raflés sont traités comme du bétail. Comme au Veldiv, il y a des crises d'hystérie et même des suicides. Dès le lendemain de la grande rafle, le 18 juillet, on organise le premier convoi de déportation. Georges Oran-Kouaranski, un juif français de 47 ans, assiste aux préparatifs. Traumatisé, il prend l'engagement de témoigner grâce à ses dessins. Il note dans son journal. Descente des déportables dans l'enclos. C'est un troupeau sans âme, haletant, souffreteux, harcelé que les gendarmes essaient de rassembler. Quelle détresse. Dans un coin, les coiffeurs font fonctionner les tondeuses. Les partants sortent le crâne ras, bleui, vraie tête de galérien. Des kilogrammes de tignasse traînent dans le camp et s'enfuient au moindre souffle de vent. À Drancy, on tond les déportés. Le lendemain, à 4 h du matin, ils sont conduits à la gare du Bourget. Et de là, un aller simple vers une destination alors inconnue. Auschwitz. À partir du 19 juillet, la préfecture de police commence l'évacuation du vélodrome d'hiver. Pour certains, c'est l'ultime chance de s'échapper, à la faveur de la confusion. C'est ma mère qui m'a poussé. Ma mère m'a dit, écoute, la première occasion, tu fous le camp. T'as pas besoin d'avoir peur parce que tu es plus fort que les autres. La maman qui dit ça, je dis, oui, maman.
Ouais, mais je veux pas te quitter. Elle me dit, si, je te le dirai, et puis c'est tout. Après, ils nous ont appelés pour partir dans les autobus. On sort du Veldiv. Puis à un moment donné, elle m'a dit, allez, vas-y. J'avais 17 ans. Hein. J'étais fort comme un Turc. Puis je suis rentré dans un gendarme. Je lui ai filé un coup de pied en yiddish, on dit les Beissim. Vous savez ce que c'est? Et je laisse ma mère toute seule. Hein. Et moi, je pars. Mais où? Léon parvient à se cacher. Avec la complicité d'amis de ses parents, il trouvera un abri à la campagne, avec ses frères et sœurs. Le 22 juillet 1942, 6 jours après le début de l'enfer, le vélodrome est entièrement vidé. Les familles ont été amenées à la gare d'Austerlitz, puis transférées dans des wagons à bestiaux, vers le Loiret. Destination, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Les deux camps ont une capacité d'accueil de 3500 personnes, une limite qui explose à l'été 42. Plus de 7500 internés s'y entassent, sous la surveillance des gendarmes. Dans le camp de Beaune-la-Rolande, les enfants jouaient. Et vous savez à quoi on jouait? On jouait à la rafle. Les uns jouaient les policiers, les autres jouaient les juifs qu'on ramassait. On jouait à la rafle. Les Allemands réclament de remplir les convois, mais ils refusent toujours les enfants. La police locale doit donc déporter les parents sans leurs enfants. Des listes d'adultes sont établies. Le 1er août, c'est la liste. Il y a une nuit entre les deux. Maman est sur la liste. Je me blottis toute la nuit contre maman. Et je voudrais arrêter le temps. C'est pas possible. Mais le temps s'écoule. Le jour vient. Et c'est le départ. Donc le gendarme arrive avec sa liste et appelle les femmes. Donc les femmes doivent se séparer de leurs enfants. Et c'est épouvantable. Les enfants s'accrochent aux robes des mères. Alors, maman, très digne, nous dit que nous sommes parmi les plus grandes. N'oubliez pas ces petits-enfants qui sont là. Soyez solidaires. Faites attention à vous. Soignez votre hygiène. Soyez dignes de ce que vous êtes, etc. Ça a été épouvantable. Et puis, les gosses essayaient de parler à leur mère à travers les barbelés. Le soleil. Les gosses, ils étaient là à pleurer. Les mères en face. On a dit au revoir à maman. Je reste avec ma sœur, puis tous les enfants. Et puis, en fin de matinée, sous une chaleur épouvantable, tout ce troupeau de femmes est parti. Et puis, c'est la dernière vision que j'ai eue de ma mère. Jusqu'au 7 août, près de 4000 parents sont déportés à Auschwitz. Ils laissent derrière eux des milliers d'enfants en haillons. Des centaines de familles sont disloquées. À Vichy, il ne fait aucun doute que tous ces malheureux sont destinés au pire. Dans son journal, le chef du cabinet civil du maréchal Pétain note: Les Juifs seront envoyés en Pologne avec des vivres pour 17 jours.
50 par wagon plombé, sans eau. Les Allemands verront à l'arrivée ce qui reste de vivants. De très rares internés parviennent à s'en sortir. La mère d'Arlette déclare avoir travaillé dans une fabrique allemande et possédé du matériel. Elle a été dans le bureau sûrement des gendarmes, je sais pas ce qu'elle a fait. Miracle. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle s'est débrouillée. Et un gendarme est venu dans la baraque, nous a appelés, et on nous a ramenés à la gare de Bonne-la-Rolande. Pas de gendarme pour nous garder, pas de wagon à bestiaux, un train normal, tout ce qu'il y a de normal. Si maman n'avait pas insisté pour sortir et faire tout ce qu'elle a fait, je serais actuellement avec ma sœur sur les murs où il y a écrit les noms. Personne de notre immeuble est revenu. Aucune. Pas d'adulte, pas d'enfant, pas de papa, pas de maman. Le 13 août 1942, Berlin donne finalement son feu vert pour la déportation des enfants. Les autorités françaises s'empressent de mettre en œuvre leur départ. Après avoir subi le Veldiv, avoir été transportés à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, avoir été séparés de leurs parents, les enfants sont envoyés à Drancy, dans des wagons à bestiaux. Leur arrivée dans la petite gare émeut, jusqu'aux gendarmes les plus endurcis. Georges Oran-Kouaronski dessine toujours. Il écrit. Nous refoulons des larmes d'acier fondu, de petits lapereaux aux yeux pleins d'eau inquiète. Où ont-ils séjourné? Depuis combien de jours? Beaucoup ne portent autour du cou qu'une légère plaquette, un nom plus ou moins correctement orthographié. Perdu pour jamais. Il en est de malades, il en est d'atrocement maigres. Ils parlent et racontent comment leurs parents ont été arrêtés. Ma maman, où est ma maman? Je veux ma maman. Et mon papa. Les enfants, à ce moment-là, on les appelait par les diminutifs, ils ne connaissaient pas leur nom. Alors, il y avait Riri, il y avait Bébert, il y avait Dédé. Aucun n'avait le bracelet, on ne les avait pas marqués. Et ils étaient furieux, parce qu'ils avaient l'impression que leur mère les avait abandonnés. Alors, ils étaient comme des petits animaux, c'était épouvantable. Ils ne voyaient plus personne, ils ne riaient plus, ils ne souriaient plus, ils ne pleuraient plus. Ils étaient enfermés complètement dans leur douleur, probablement. Le 17 août 1942, un premier convoi est programmé. À son bord, près de 600 enfants quasiment tous français, mêlés à des adultes qu'ils ne connaissent pas. Annette et sa sœur Léa doivent faire partie de ce convoi, sans retour. Pendant que nous sommes là debout, ma sœur et moi, à attendre, il y a une jeune femme qui arrive, portant un brassard avec l'étoile jaune, et qui nous dit « Léa, Annette ?» Alors on est complètement abasourdis. Et après tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'elle avait vécu, tout ça, on est un peu bizarre. Alors ils ne me reconnaissaient pas. Alors on dit « je suis Berthe, votre cousine, la cousine de Sophie, votre maman. Vous avez des affaires, vous avez quelque chose? Ben oui, on a une valise, on a quelques affaires. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il faut absolument pas qu'on nous voie. Vous me suivez et je vous emmène.
Le matin du 17 août, le convoi se met en marche. À l'arrivée à Auschwitz, presque tous sont envoyés dans les chambres à gaz. Grâce à leur cousine, Annette et sa sœur Léa ont été mises à l'écart et inscrites sur une liste de 32 enfants pouvant quitter le camp de Drancy. Quand il y a eu l'appel des noms, des 32 noms d'enfants libérés, nous avons été les 2 seuls enfants à monter dans le car parce que tous les autres enfants avaient déjà été déportés. Et que nous nous sommes trouvés toutes les 2, ma sœur et moi, dans ce mini-car. On portait le sac à main de maman qu'elle nous avait laissé. On n'en revenait pas parce qu'on était libérés, mais tellement bouleversés de voir concrétiser l'absence des autres enfants. Voilà. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons quitté Drancy avec l'étoile et que depuis ce jour-là, je suis libre. Voilà. Et que je suis très attachée à la liberté. Sur les 13 000 raflés du Veldiv, fin août 1942, plus de 10 000 ont déjà été déportés vers l'Est. À part quelques miraculés, les enfants ont tous été assassinés. La grande rafle parisienne a provoqué un choc immense pour les Juifs de France. Tous se sentent en danger, même les Juifs français, en principe non visés. Certains retirent l'étoile, d'autres tentent de franchir la ligne de démarcation pour passer en zone libre. Ils se mettent donc dans l'illégalité. Les Allemands peuvent alors les déporter. Le gouvernement de Pierre Laval et du maréchal Pétain ne les protège aucunement. La rafle se poursuit, mais elle s'est transformée en traque. Tous les services de la préfecture de police sont mobilisés pour mettre la main sur les Juifs ayant échappé au coup de filet des 16 et 17 juillet. Jusqu'au 31 août 1942, plus de 1200 victimes supplémentaires viennent aggraver le bilan de la grande rafle. Après les Juifs de zone occupée, c'est à la zone libre de fournir le quota promis. Depuis début août, René Bousquet s'active. Avec ses polices, il vide les camps d'internement de zone sud et lance une grande rafle le 26 août 1942. Au total, 10 000 Juifs de zone libre sont livrés à l'occupant. Ils seront les seuls Juifs déportés à Auschwitz en provenance d'un territoire où il n'y a pas d'Allemands. À la fin de l'année 1942, les objectifs sont atteints. Près de 42 000 Juifs auront quitté la France, à destination des camps de la mort. Sans la police française, jamais les Allemands n'auraient pu arrêter autant de Juifs, en si peu de temps. Bousquet reçoit les félicitations du général Auberg, qui lui écrit « La police française a réalisé jusqu'ici une tâche digne d'éloge. » Quelques semaines plus tard, les deux hommes assistent côte à côte à un gala de bienfaisance au profit de la police, qui se déroule au Veldiv. La résistance ne reste pas muette. Toute la presse clandestine s'indigne des rafles de Juifs. Vichy trahit la conscience nationale et nos traditions les plus sacrées. Dénonce combat. Franc-tireur écrit « Les traîtres et les valets auront donc commis tous les crimes. Plus de droit, plus de loi, plus de pitié. Pas un sursaut devant l'immonde. Vichy semble s'acharner à déshonorer la France. »
l'Église catholique réagit également. Le 23 août 1942, une première voix s'élève, celle de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. Dans une déclaration lue dans les églises, il évoque les drames nés de la grande rafle parisienne. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Cette lettre, premier acte de protestation publique sous Vichy, a un écho exceptionnel dans l'opinion. Elle deviendra le tract le plus diffusé de la résistance. Pendant ce temps, les arrestations de Juifs se multiplient à Paris. La résistance juive, aidée d'humanitaires chrétiens, s'occupe en priorité des enfants, qu'il est plus facile de cacher à la campagne, dans des familles d'accueil. Cette course contre la mort va durer encore 2 ans. Loin de leurs parents, ces milliers d'enfants ont le plus souvent une fausse identité. Ma cousine, qui était assistante, m'a procuré de faux papiers. Du jour au lendemain, à 9 ans, je deviens Rolande Sagné. Auparavant, j'étais Rachel Psankiewicz. Donc, je deviens Rolande Sagné. Elle m'emmène à Château-Renaud en train. Et tout le long dans le train, elle me dit « N'oublie pas, 24 heures sur 24, tu dois te souvenir que tu es Rolande Sagné. Personne ne doit savoir. » J'avais des vrais faux papiers, au nom de Boudevin. Mon père, je ne pouvais pas oublier son nom, il s'appelait Adolphe Boudevin. Et ma mère s'appelait Marie-Eugénie Putigny. Je me souviens encore. Et ça, je l'avais appris par cœur, tu parles. On était en quelque sorte pensionnaires chez un couple de retraités. Et on avait des faux noms. Hein. Moi, je m'appelais Françoise Guillermin. Ma sœur s'appelait Naomi Aigleblian. Eux, ils ne savaient pas qu'on était juifs et on ne voulait pas. On faisait des propos tellement antisémites. Quand ils écoutaient Radio Paris, on mangeait avec eux. Et qu'on s'était dit que s'ils savaient qu'on était juifs, qu'à ce moment-là, ils nous dénonceraient, quoi. J'ai pas de fausse identité, j'ai rien du tout. Je vais à l'église, je vais à la messe. Je peux vous chanter tout le Salve Regina, toute la messe en latin. Ça, je connais par cœur. À Noël, j'ai fait l'ange dans la crèche, parce que je suis menue, je suis blonde, je suis petite. On m'a fait mettre l'ange dans la crèche. Donc vous voyez, s'ils avaient su que c'était une enfant juive. Malgré les rafles qui se poursuivent, jusqu'en 1943, certains juifs arrivent encore à passer entre les mailles du filet. Ils sont quelques milliers à Paris à bénéficier d'une protection temporaire. Ils peuvent circuler en portant l'étoile jaune. La raison ? Ils travaillent pour les entreprises allemandes. Un moyen de survie bien précaire. Mais la plupart sont clandestins et vivent dans la hantise d'un contrôle d'identité. Après avoir été caché par sa concierge, Esther est passée pendant 1 an, d'abri en abri. Ses frères, sa sœur, ses parents ont déjà été arrêtés et déportés. Elle a alors 15 ans. Il y avait un contrôle de police à la sortie du métro. Alors il y avait 2 policiers en uniforme et puis un civil à côté. Ils m'ont demandé mes papiers d'identité. Alors je dis, écoutez, je viens d'avoir 15 ans, j'ai pas de papier d'identité, c'est pas obligatoire. Hein. Alors celui qui était en civil il a commencé à me secouer, il m'a dit, écoute, tu vas quand même nous donner ton identité, ça va mal tourner pour toi. J'ai toujours pas répondu, je faisais comme si je comprenais pas. Alors il m'a emmené au commissariat, qui était juste derrière. Et puis ben là, évidemment, au bout d'un moment, il a quand même fallu que je dise mon nom. Alors, comme ils avaient les fiches du recensement, je devais être arrêté avec mes parents, donc ils m'ont gardé au commissariat. Et puis le lendemain, il y a un cas de police qui est revenu et qui nous a emmenés au camp de Drancy. Ben, ça va vous étonner, c'était presque un soulagement. Ça a été presque un soulagement, on dit, j'ai fini de traîner la galère, je vais peut-être retrouver mes parents.
Esther est déportée à Auschwitz en août 1943. Au bout de plusieurs semaines, elle reconnaît sa sœur, déportée quelques mois plus tôt. Et là, j'ai retrouvé ma sœur qui était à l'infirmerie, allongée. Et là, elle s'est un peu redressée. Et c'est là qu'elle m'a dit, j'ai essayé de lutter jusqu'au bout pour essayer de revenir. Alors elle dit, maintenant je te donne le relais. Elle me dit, tu me promets, tu as encore une chance, la guerre va bientôt finir. Et si tu reviens, fais ton possible pour revenir, pour raconter ce qui nous est arrivé, pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et elle m'a répété ça au moins 10 fois, puis elle s'est écroulée, elle ne pouvait plus parler. Puis moi, il a fallu que je sorte de là pour aller travailler. Et quand je suis revenu le soir, elle n'était plus là. En août 1943, il ne fait plus de doute que les Alliés vont gagner la guerre. Les Américains ont débarqué en Afrique du Nord. En Italie, Mussolini a été renversé. Quant au Troisième Reich, il s'enlise dans la neige de Stalingrad ou les sables d'El Alamein. En France, pour trouver les Juifs, les SS continuent à dépendre de la police française. Mais vu le contexte, elle est de moins en moins motivée. Les dirigeants de Vichy commencent à assurer leurs arrières. Pierre Laval, qui croyait en la victoire de l'Allemagne, refuse désormais la dénaturalisation collective des Juifs, devenus français après 1927. Mesure qu'il avait pourtant acceptée peu auparavant et qui devait entraîner une nouvelle série de rafles massives. Puis c'est au tour de René Bousquet de retourner sa veste. Il refuse de donner aux Allemands les listes de Juifs français. Les dirigeants de Vichy s'opposent enfin à la politique allemande. Mais il est bien tard. À cette date, 55 000 Juifs de France ont déjà été déportés. En janvier 1944, Bousquet est remplacé par Joseph Darnan, le chef de la milice, qui a prêté serment d'allégeance à Hitler. Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël. Darnan ordonne à la police nationale de livrer aux Allemands tous les Juifs qu'ils peuvent réclamer, même les Français. Ceux qui jusque-là se sentaient épargnés sont désormais visés. En janvier 1944, une rafle est exécutée à Bordeaux. La synagogue est transformée en prison pour la circonstance. 228 Juifs, tous français, sont raflés et déportés sous l'autorité du sous-préfet Maurice Papon. À Paris, les dernières rafles ont lieu début 1944. Le père et le frère d'Annette Zeidman ont été épargnés jusque-là. Leurs fiches précisent qu'ils sont fourreurs pour la Wehrmacht et ils disposent d'un Ausweis. Mais ces passe-droits sont désormais caducs. Mon frère, pour son anniversaire, avait demandé à une de mes tantes de lui faire un gâteau. Ma tante lui a dit, tu sais, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une rafle. Alors il a dit, mais il y a sans arrêt des rafles. Et puis moi, j'ai été contrôlé en décembre. Donc je risque rien. Ils ont été arrêtés à la maison. Le jour des 20 ans de mon frère, dans la nuit du 3 au 4 février 1944. Jusqu'en août 1944, une semaine avant la libération de Paris, des Juifs continuent d'être arrêtés, envoyés à Drancy et partent pour les camps de la mort. Bientôt, avec l'aide des Alliés, Paris se libère. Les policiers parisiens prennent part au combat de la libération. Puis c'est au tour des Américains
de défiler dans la capitale. Les Américains s'installent à l'orée du bois. Ils continuaient leur route pour l'Allemagne. Et les enfants, nous, on demandait des sem-sem-gum. On savait même pas dire chewing-gum. Il y a un gradé qui sort d'une tente, entouré d'autres soldats. Il était bardé de décorations. Alors, do you speak English? Visiblement, personne ne parlait anglais. Et moi, j'ai une intuition, je dis yiddish. Et ce gradé me dit, en yiddish, tu parles yiddish? Oui. Où sont tes parents? Ils ont été emmenés en Allemagne, je ne sais pas où. Bon, lui savait déjà. Il me dit de le suivre dans la tente. Il fait préparer un plateau avec plein de friandises. Donc, je ressors de là, je fais la distribution aux autres enfants qui sont allés dire « Oh, la petite Rolande, qu'est-ce qu'elle parle bien l'anglais !» Mais libération rime avec épuration. Les collaborateurs sont arrêtés. Pour les regrouper, on réutilise le camp de Drancy et le vélodrome d'hiver. Si des milliers de policiers parisiens doivent rendre des comptes pour leur action sous l'occupation, très peu sont inquiétés pour avoir participé à la rafle. Il faut oublier. La France a gagné la guerre. Point final. Les mêmes agents reprennent leur service. Je prends le métro Place d'Italie et je tombe sur mon flic, mon fameux flic qui a casse-croûte, là, et coup de pied au cul. Moi, je descends, lui, il monte, je l'agrippe. Il sort son sifflet. Les gars de la mairie arrivent, ils me tordent les bras, ils m'emmènent au Niouf. C'est-à-dire, je me suis retrouvé en octobre 1944 dans le même truc, au même endroit où j'étais en 42. Sur les coups de 4-5 heures de l'après-midi, il vient le commissaire ou un supérieur, il me dit « c'est injure à fonctionnaire en état, je sais pas quoi de ces machins ». J'ai dit « moi, votre type, hein, moi je l'aurais flingué. Hein. » Il dit n'importe comment, mais j'ai expliqué. Il m'a dit « bon, on ne veut pas faire d'histoire, je fais une note blanche et puis tire-toi ». Voilà, c'est comme ça, c'est fini. Au printemps 1945, les premiers convois rentrent d'Allemagne. Si les prisonniers de guerre et les déportés politiques reviennent le plus souvent, le retour des déportés juifs est l'exception. Quand ils arrivent à Paris, les déportés retrouvent les mêmes autobus, qui cette fois les conduisent à l'hôtel Lutetia. Les familles anéanties tentent d'y retrouver leurs disparus. 17 mois après sa déportation, Esther revient miraculeusement des camps de la mort. Il y avait des centaines et des centaines de gens qui étaient devant l'hôtel Lutetia avec des photos en nous demandant si on a connu un tel, si on a connu un tel. Nous, on était complètement... On tenait sur nos jambes très difficilement. Moi, je n'ai pas porté de photos, c'était pas la peine. Mais j'ai vu arriver les gens, puis dans l'état dans lequel ils étaient. Je suis allée 2-3 fois, puis je suis pas retournée à Lutetia. J'avais pas le courage. Vous savez, l'illusion a été rapide. Hein. C'est quand j'étais à Lutetia,
avec la photo de mon père accrochée là comme tout le monde. Hein. Et puis que j'ai vu le retour des gars, et qui m'ont dit, te fais pas d'illusions, ton père et ton frère c'est foutu, ta mère c'est foutu. Voilà, alors je suis pas rentré, puis pleurer, puis bon, c'est tout. Hein, et puis j'ai bien su qu'il rentrerait plus. Pour mon père, je me suis pas fait trop d'illusions. Mais mon frère, lui, était grand, fort, beau. Il avait 20 ans. Donc je me suis imaginé des tas de scénarios. Qu'il s'était évadé, qu'il était prisonnier des Russes, que... Mais je l'ai attendu, je l'ai attendu. Enfin, j'avais quand même de l'espoir de retrouver quand même peut-être d'autres membres de ma famille, mais là, non. Il n'y avait plus personne. Je suis la seule à être revenue. On l'a su par des amis qui ont dit à maman, ne l'attends pas, il ne reviendra pas. Et la maman, c'était fini. Elle ne voulait plus vivre. Elle a pris le train, elle est tombée du train, on l'a emmenée à l'Hôtel-Dieu. Et puis, je me souviens avec ma sœur avoir été à l'Hôtel-Dieu. Et ses dernières paroles ont été, ma sœur l'a secouée, maman, maman, on est là. Et maman a dit, demain je serai avec papa. C'est tout. Des fois j'ai honte de dire, on a pu libérer 4 gosses, mes 3 frères et sœurs, et puis moi derrière. Et quand je regarde dans le faubourg Saint-Antoine, je vois personne de... Tous mes amis et tout, ils sont tous partis. On m'a envoyé dans les maisons d'enfants de fusillés, de déportés, où là, j'ai découvert que j'étais pas seule, qu'il y avait des cas bien pires que moi. Des tout petits qui n'avaient même pas le souvenir du visage de leurs parents. Pour les rescapés, l'heure est à la reconstruction. Le monde juif est dévasté par la persécution. 74 150 juifs de France ont été déportés. Seuls 4 000 sont revenus, à peine 5%. Et pour les déportés du Veldiv, ce pourcentage est encore plus faible. Moins de 200 sont revenus des camps de la mort. Dès 1946, une plaque commémorative est apposée sur le Palais des Sports, qui devient un lieu de mémoire pour les familles et les proches des victimes. Chaque année, des cérémonies s'y déroulent, mais peu de Français savent ce qui s'y est passé. En 1959, le vélodrome d'hiver est détruit. Progressivement, la mémoire s'édifie. La voix des survivants émerge. L'événement s'impose peu à peu comme le symbole de la destruction des Juifs de France et de la collaboration d'États criminels de Vichy. Le 16 juillet 1995, près de l'ancien vélodrome, le président Jacques Chirac prononce des paroles historiques. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme,
La France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Aujourd'hui, un mémorial a été construit sur les lieux du crime pour honorer la mémoire des disparus. Des décennies plus tard, quand tout semble oublié, des messages parviennent encore. Mon père, qui écrivait tellement bien en français, avait écrit une lettre en yiddish. Sous l'émotion, j'imagine. Et au dos, il avait mis une adresse, et toujours très très mal écrite, qu'il a glissée par la fente du wagon. Et un cheminot l'a ramassée. Et cette lettre écrite en yiddish, j'ai mis 40 ans à la faire traduire. Je n'arrivais pas à me décider. Puis un jour, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, moi je traduis le yiddish, je vais te la traduire. Soyez tranquilles, les enfants. Maman et moi, nous partons ensemble. Vivez et espérez.